Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord dire tout le plaisir que j'ai personnellement à me retrouver ici, mais aussi en tant que représentant des sociétés africaines de lutte contre le diabète et les maladies endocrino-métaboliques. Je remercie au nom de tous mes collègues africains le professeur Jamal Belkadir, qui est un homme de longue date et qui nous a toujours associés à toutes les activités sur le diabète au Maroc. Ceci est extrêmement important, surtout en ce moment où nous sommes à la croisée des chemins, parce que de plus en plus il y a de grandes relations entre l'Afrique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et le Maghreb par rapport notamment à la prise en charge du diabète. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur la manière de nous fusionner et de travailler tous ensemble. Il m'a été demandé de parler de la protection des droits des diabétiques de l'expérience africaine. En fait, je voudrais dire d'emblée que l'Afrique est tout un continent. Si on parle de l'Afrique subsaharienne, c'est près d'une cinquantaine de pays, naturellement avec des cultures quelquefois différentes, des manières de voir différentes, des politiques totalement différentes. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui ont été des régimes tout à fait extrémistes ou des régimes communistes et d'autres pays qui ont d'autres types de régimes. Et ces résurgences existent encore. Ce qui fait qu'il est très difficile de faire une politique globale et unique pour l'Afrique. Il est important aussi de souligner qu'il y a des disparités sur le plan culturel et sur le plan des pouvoirs économiques. Si on accepte l'Afrique du Sud et le Nigeria sur le plan population, la plupart de nos pays ont entre 10 et 20 millions. Alors, donc, cette carte-là, vous la connaissez tous, je n'insiste pas dessus, c'est juste pour rappeler ici ce qui est important. L'Afrique, c'est 2 tiers des cas de diabète qui ne sont pas diagnostiqués, et pourtant il y a aujourd'hui 3,2% et peut-être près de 5% à l'horizon de 2040. C'est pour ça qu'il est important de se mobiliser pour justement lutter contre le diabète et freiner l'évolution de cette maladie dans nos contrées. L'expérience a montré que si dans les autres pays il y a peut-être une progression de 50%, dans nos pays ce sera une progression de 150% si rien n'est fait. Rappelez la prise de conscience mondiale du diabète, le professeur Lefebvre y est venu, donc je n'insiste pas dessus. Les 2 éléments que j'ai soulignés pour nous, Africains, c'est important, c'est d'avoir la résolution 61-225 du 20 décembre 2006. Je n'insiste pas dessus, mais je montrerai tout à l'heure sur la coalition unie contre le diabète qui a porté le problème au niveau des Nations Unies. Et puis, c'est ce qui a permis un an plus tard de faire reconnaître la journée mondiale du diabète, le 14 novembre comme journée mondiale du diabète. La coalition, c'était plus de 195 pays, associations, venant d'au moins 155 pays, et la plupart des sociétés scientifiques aussi, je peux parler. L'objectif était de faire reconnaître le diabète en tant que maladie chronique invalidante, coûteuse, avec des risques graves pour les familles et les pays du monde entier. Bien sûr, après cela, la 57e session des ministres de la Santé a mis en place la stratégie nationale sur le diabète à Brazzaville. Le contenu, c'était essentiellement 2 points. D'abord, analyser la situation du diabète en Afrique, savoir quelle est l'ampleur, et surtout ensuite proposer des stratégies qui peuvent adapter pour la prévention et le contrôle du diabète. En 2006, à Brazzaville, toujours, il y a eu la déclaration africaine sur le diabète par l'IDF Afrique pour la mobilisation des ressources contre le diabète. Et en 2008, a commencé la mise en œuvre de cette résolution 61-225. Je dois dire ici, quand on m'a posé ce problème des droits des diabétiques, il y a eu des problèmes. Parce que quand on tape sur Internet, on ne voit pas grand-chose pour l'Afrique. Fort heureusement, j'avais participé personnellement à ce groupe de travail pour la résolution 225 qui s'est tenue à Nairobi en 2008 sous la présidence du professeur Jean-Claude Magna, à qui je rends hommage ici parce que je crois que par lui, l'Afrique a connu beaucoup d'avancées sur le plan de la lutte contre la maladie.
Alors, j'ai fait un parallèle entre les deux plans stratégiques pour pouvoir parler des droits, mais aussi des responsabilités des diabétiques. Il y a eu le plan stratégique de l'OMS la même année, le plan stratégique de l'IDF Afrique. Mais on verra qu'il y a une synergie entre ces deux plans. D'abord, pour l'OMS, c'était contribuer contribuer à la réduction de la charge de morbidité et de mortalité liée au diabète aux facteurs associés. Pour l'IDF, c'était prévenir le diabète et ses conséquences par des actions concrètes à tous les niveaux, mettre en place des actions visant l'éducation, l'information, la prévention, améliorer le système de santé et y intégrer le diabète, améliorer aussi la formation des professionnels de santé. Aussi, l'engagement politique était demandé à tous les pays pour pouvoir justement gérer cette maladie. Et des correspondances ont été envoyées par l'IDF Afrique à tous les gouvernements pour cela. Des groupes d'action, il a été aussi demandé à ce qu'il y ait des groupes d'action de parlementaires pour le plaidoyer pour le diabète, pour le financement, mais surtout pour la sécurisation de ces financements, parce qu'on le sait, malheureusement, s'il n'y a pas de sécurisation, ces financements, quelquefois, peuvent être détournés vers d'autres fins. Et bien sûr, l'IDF insistait sur la place des associations de diabétiques, j'y reviendrai, c'est extrêmement important. Si on veut réussir une action contre le diabète dans nos pays, nous devons d'abord passer par les associations. Alors pour cela, il fallait des interventions prioritaires. D'abord, connaître l'ampleur de la maladie. C'est chose faite aujourd'hui, puisque là, pratiquement 100%, je peux dire, des pays africains ont aujourd'hui mené une enquête, l'enquête de l'OMS, et on connaît l'ampleur de la maladie, on connaît à peu près par pays les facteurs de risque de cette maladie. Il fallait planifier l'information et la prévention en direction des populations à risque, ceci pour prévenir le diabète. Il fallait aussi cerner et promouvoir et renforcer les politiques nationales de prévention. Ceci est égal dans les deux plans stratégiques. Et surtout, il était important, sur le plan culturel, d'impliquer les communautés pour qu'elles sachent elles-mêmes quel est le rôle qu'elles devaient jouer dans la prise en charge de cette maladie chronique. Parce qu'il fallait d'abord arriver à faire en sorte que cette communauté comprenne la notion de maladie chronique. À chaque pays, d'avoir un paquet minimum de soins, au moins avoir un moyen de surveiller le diabète, un glucomètre, le dosage de l'hémoglobine glyquée. On sait que ça pose des problèmes en dehors des grandes villes, c'est très difficile de l'avoir aujourd'hui. Avoir au moins un tensiomètre pour mesurer la tension des patients, avoir le monofilament, et ceci, l'IDF a beaucoup travaillé dessus en formant les personnels, ça aussi j'y reviendrai tout à l'heure, et surtout mettre un matériel simple de dépistage de la rétinopathie diabétique qui est un de nos problèmes, puisque toutes les études montrent qu'entre 40 et 50% des diabétiques ont à terme une rétinopathie diabétique. Et je bien sûr toujours dans l'adaptation des soins, il fallait renforcer les capacités des personnels de santé, puisque malheureusement les diabétologues sont une denrée rare dans notre contrée. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous ne faisons pas encore 100 personnes. Il n'y a que 2 pays qui ont mis en place un DS ou un DU de formation de diabétologues. C'est la Côte d'Ivoire, que je salue, et puis c'est aussi une association entre 4 pays, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Bénin. Le DS se passe au Mali. Et il fallait aussi trouver les moyens de soutenir et financer la recherche opérationnelle dans les différents pays. Et surtout dans ce cadre-là, l'OMS recommande fortement l'intégration de la médecine traditionnelle, parce que vous savez que c'est malheureusement souvent le premier recours pour les gens qui sont malades chez nous. Et la médecine a une conception totalement différente du diabète par rapport à la médecine moderne. Et bien sûr, il propose dans cette stratégie des programmes de santé à l'école et sur les lieux de travail, des programmes de prévention au niveau des écoles, des programmes d'activité physique. L'accès au traitement et l'alimentation saine devaient être enseignés dans les écoles. Aujourd'hui, il y a une expérience qui se passe entre le Sénégal et le Mali, justement dans ce cadre-là. Et sur les lieux de travail, les droits au travail, le droit au travail, la visite médicale annuelle devait devenir systématique pour détecter notamment les cas de diabète,
et surtout établir une politique de non-discrimination. Dans nos jeunes années d'interne, nous avons vu des patrons qui ont voulu carrément se débarrasser de certains personnels parce que simplement ces personnes étaient devenues diabétiques et ont déclaré à l'entreprise qu'elles étaient diabétiques. Et c'est un problème que les médecins doivent prendre en compte. Bien sûr, il fallait mobiliser les associations des diabétiques pour qu'elles jouent réellement leur rôle. Alors, quelles sont les actions concrètes qui ont été faites jusque-là? D'abord, je crois que de plus en plus, grâce à l'IDF et grâce aux associations, il y a une prise de conscience de nos États par rapport à cette maladie chronique qu'est le diabète. Et notre ministre de la Santé, notamment, qui est professeur de médecine, bien sûr, la première fois qu'il a été nommé ministre de la Santé, disait « Occupons-nous du diabète, elle tirera vers le haut toutes les autres maladies chroniques ». Bien sûr, il fallait s'impliquer. L'État s'implique aussi de plus en plus. L'IDF, s'implique à travers les États dans la formation des personnels, notamment l'IDF a financé la formation des formateurs en éducation des diabétiques et a mis depuis 2006 en place un manuel de formation des éducateurs en diabétologie. Ensuite, l'IDF a mis en place aussi beaucoup de postgraduate courses pour les médecins, pour les mettre à niveau par rapport à la pratique sur le plan de la prise en charge des malades. Bien sûr, l'IDF aussi a édicté des directives aux associations membres pour une mobilisation et des actions sur le terrain, et c'est sur ce dernier aspect que je vais insister avant de terminer. En effet, comme je le disais tout à l'heure, il est important en Afrique d'impliquer ces associations à travers l'IDF, mais à travers aussi des pays. C'est une des grandes directives de l'IDF Afrique. Pourquoi? Parce que dans tous nos pays, il y a trois enjeux importants. D'abord l'enjeu social, l'enjeu économique, mais aussi l'enjeu politique. L'enjeu social, c'est toutes les difficultés dont nous avons parlé, dont Lefebvre a parlé, dont mes prédécesseurs ont parlé, la difficulté d'accès à l'information. Vous savez, même entre nous, professionnels de la santé, souvent c'est très difficile d'un pays à l'autre de pouvoir établir la communication. Heureusement, aujourd'hui, il y a le mail qui nous permet de converser les uns les autres. Mais aussi les difficultés d'accès à des soins de qualité, pour plusieurs raisons que je ne n'égrenerai pas aussi ici, mais il y a d'abord l'insuffisance des personnels, j'en ai parlé, mais aussi l'insuffisance des structures de santé à travers les différents pays. Quelquefois, pour avoir un lieu de santé dans un de nos pays, il faut faire au moins 100 km pour pouvoir accéder à un poste de santé. Ceci est, donc c'est une inégalité qui est extrêmement importante. Ensuite, sur le plan économique, bien sûr, on l'a dit hier, il y a une augmentation des dépenses de santé. Donc, il faut de façon ingénieuse, dans des pays qui sont pauvres, trouver des moyens économiques et adaptés à ces pays-là. Et enfin, profiter aussi de l'émergence d'autres associations de patients qui ont eu l'écoute des autorités. C'est le cas du VIH-Sida dans tous nos pays, ils sont très écoutés. Le sida est financé parce que c'est une maladie très médiatisée, parce que c'est une maladie dont tout le monde a peur. Eh bien, je pense que le diabète peut profiter du système d'organisation qui a amené à ce que le VIH-Sida soit reconnu dans les différents pays. Bien sûr, tout ceci doit amener à la redéfinition des objectifs et des rôles au niveau des associations. En effet, ces associations, nous l'avons dit, ça a été dit, je ne fais que le répéter, doivent mener plusieurs combats. Le premier combat, c'est d'abord l'intégration, de faire en sorte que le diabète soit intégré dans les soins de santé prioritaires dans nos différents pays. Et ceci n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, que ces soins soient décentralisés. Quel que soit l'un de nos pays, la plupart du temps, la santé des diabètes est concentrée au niveau de la capitale. Et les diabétiques habitant dans des zones éloignées, quelquefois font des kilomètres, quelquefois même pour avoir de l'insuline. J'aime bien raconter une anecdote que j'ai fait quand j'étais jeune interne. On m'a envoyé dans une à 150 km de Dakar. Et bien, quand j'avais un coma diabétique, j'étais obligé d'envoyer les parents à 60 km de là dans une autre ville pour avoir un flacon d'insuline et pouvoir traiter ces patients-là. Parce que là, dans toute la région, il n'y avait qu'une pharmacie qui ne vendait pas de l'insuline. Alors, bien sûr, la protection sociale adéquate. Nous devons y travailler. Nous sommes en train d'y travailler. Il y a des programmes aujourd'hui dans certaines écoles, dans certains pays.
Et dans les lieux de travail, aujourd'hui, ce que nous faisons dans certains de nos pays, c'est travailler avec les diverses entreprises pour qu'elles mettent en place un certain nombre d'éléments pour l'accès de leurs diabétiques au traitement. Bien sûr, au sein de la communauté, nous essayons d'insister sur la prévention, en particulier lors de la Journée mondiale du diabète, qui est célébrée dans tous nos pays, mais aussi à d'autres occasions. Les soins de qualité, bien sûr, c'est l'accès aux médicaments, notamment à l'insuline, qui constitue un problème extrêmement important dans nos pays. Certains pays ont réussi aujourd'hui à faire baisser le prix de l'insuline et à ce que la plupart des malades aient accès. Je donnerai tout à l'heure l'expérience du Sénégal. L'information et la participation aux décisions. Là aussi, c'est important de mobiliser que les associations mobilisent pour pouvoir parler aux politiques, ce que nous avons fait au Sénégal et que nous le faisons régulièrement depuis une quinzaine d'années. Nous avons heureusement vu parmi les députés de l'Assemblée nationale, nous les avons mobilisés, ils sont venus au niveau du centre, nous leur avons parlé, ils portent la parole des diabétiques au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, pour terminer, je vais parler de l'exemple justement de cette association des diabétiques du Sénégal qui s'appelle Association sénégalaise de soutien aux diabétiques. C'est une association qui l'année prochaine aura 50 ans. C'est une association qui est reconnue par l'État d'utilité publique depuis 1982 par décret présidentiel. Cette association a pu créer des antennes régionales depuis 1987 et aujourd'hui, il n'y a pas une région du Sénégal où cette association n'est pas représentée. Bien sûr, sous ma houlette, en 1987, j'ai demandé la création d'une section des jeunes diabétiques parce que je m'étais rendu compte en tant que jeune assistant que ces jeunes malades avaient un problème. C'était d'abord le problème de l'accès à l'insuline, mais aussi c'était des problèmes de scolarité. Le transport, ce n'est pas un mince problème chez nous. L'accès à la scolarité, les problèmes de paiement et tout. Donc il fallait travailler avec l'État, avec l'appui du ministère de la Santé, pour pouvoir avoquer pour qu'ils aient la possibilité d'accéder à l'insuline d'abord, mais aussi d'avoir les moyens, d'avoir des bourses pour pouvoir continuer leurs études. Et aujourd'hui, je suis heureux, le professeur Lefebvre l'a raconté une dernière belle histoire, je termine bientôt, mais le secrétaire général actuel de l'association diabète, Bayo Marguerite, il est diabète depuis l'âge de 7 ans. Il a aujourd'hui 45 ans et il est le directeur général de la première radio privée de notre pays. Et il y en a d'autres exemples comme ça. Et nous avons créé une coopérative d'achat de l'insuline d'abord, mais surtout une d'autres actions importantes très rapidement, c'est le soutien. L'association vient en aide aux familles démunies. Quelquefois, il y a des familles où il y a 3 ou 4 diabètes de type 1. Il faut l'accès à l'insuline ou aux soins, moins de soins, c'est très difficile. Avec nos partenaires, l'association parvient à les aider. Ils participent dans la sensibilisation à la radio, à la télévision, les causeries dans les quartiers des régions, bien sûr l'organisation du Journée mondiale du diabète. Mais une des actions très très importantes, en fait, c'était le lobby pour la baisse du prix de l'insuline. Et ceci a amené à la mobilisation de l'ensemble de la société, y compris le ministère de la Santé, y compris le ministère du Commerce, le ministère des Finances, les grossistes privés. Tout cela a permis aujourd'hui de faire en sorte que l'insuline au Sénégal coûte peut-être 5 ou 10 fois moins cher que par rapport aux pays limitrophes. La Journée mondiale du diabète, bien sûr, je l'ai dit, il y a aussi des programmes dans les écoles économiques et surtout, dernièrement, il y a ce programme de partenariat qui est un exemple à l'extension du monde, qui inclut le Mali, le Burkina et le Sénégal pour pouvoir prendre en charge le diabète. Alors, pour conclure et vous remercier, je voudrais dire juste que nous en sommes certainement au début. Mais il est important aujourd'hui que chaque pays apprenne des autres pays. Les pays qui ont mis des actions en place, et c'est ce que nous échangeons dans nos conférences, pour que chacun apprenne des autres. Deuxième chose importante, je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est donner la parole au diabétique. Laisser le diabétique ses droits et ses responsabilités pour démédicaliser les associations des diabétiques, parce que malheureusement, jusqu'à présent, ils sont très médicalisés, c'est les médecins qui s'en occupent. Il faut démédicaliser ces associations, ils connaissent mieux leurs problèmes, et je pense qu'à partir de là, ils pourront eux-mêmes défendre leurs droits. Je vous remercie.